Ouais, je reviens à ce que préconise le COCT. La première chose, c'est qu'avant, on était dans une logique essentiellement de réparation. Aujourd'hui, on va passer dans une logique de prévention primaire. Et la réparation, qui reste importante, reste seconde. La deuxième chose, c'est que le système veut promouvoir le dialogue social. C'est une des raisons pour laquelle le COCT cherche à avoir dans ses propositions l'accord du maximum de partenaires sociaux. Pour le moment, tout ce qui a été signé à l'unanimité. Donc il y a un changement de façon de procéder. On cherche un consensus, alors qu'avant c'était plutôt quelque chose les partenaires sociaux s'opposaient. La troisième chose la plus importante, c'est la formation. Ça a été dit tout à l'heure dans l'étude qui a été faite. Les entreprises ont choisi de former, d'informer, de travailler sur le management. Ce qu'on souhaite faire, c'est effectivement de former les managers actuels et les futurs managers. C'est-à-dire que la prévention et la santé au travail, de façon à ce qu'elles soient intégrées dès la formation des élèves post-bac, des managers, des ingénieurs, des RH, des employeurs, des membres du CHSCT. On veut développer une culture de prévention. Alors forcément, ça paraît ambitieux, ça peut paraître lointain, mais c'est sur cette voie-là. Alors, l'expérience montre avec l'âge, que moi, quand j'ai commencé les lois Auroux il y a 30 ans, quoi. Alors, ce qu'on écrit aujourd'hui, c'est pas pour les 3 ans qui viennent. C'est des démarches de long terme. Voilà ce qu'on peut rajouter. Merci, Blandine. Donc, moi, je voulais revenir parce que notre semaine sur la qualité de vie au travail est en lien avec le travail parlant. Et je crois que ce qui vient d'être dit ce soir est complètement en lien avec ça, parce que quand on entend cette thématique de la pénibilité a permis de libérer la parole. Donc cette thématique de la pénibilité nous a obligés à travailler ensemble, à créer des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, eh bien, on a entendu les uns et les autres. Et puis on a pu repérer que certains avaient des approches très individualistes. Et ces approches individualistes-là sont venues se confronter à des approches coopératives, enfin disons de groupes de salariés liés à des métiers donnés. Donc une sorte de corporatisme, hein, je vous cite. Hein. Et donc il a fallu mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Eh bien, lorsqu'on arrive à ça, et lorsqu'on arrive à constater cela, pour moi, on fait des avancées extraordinaires, quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'aura pas ce dialogue-là au sein des organisations, on n'avancera pas. Donc, hein, je crois que là, la consistance de nos accords, de nos plans est en lien avec la mise en lien entre les différents acteurs. Donc, on est dans notre thème, hein, donc avec cette mise en avant de cette condition de réussite qui est liée complètement au dialogue social. Alors peut-être une question plus destinée aux partenaires sociaux. Monsieur Petito, vous avez fait un brin d'historique de la construction un peu des dispositifs réglementaires. Ça reste encore un peu mystérieux de la façon dont les partenaires sociaux négocient et comment ils arrivent ou pas à prendre en compte les éléments de réalité. Alors comment on passe comme ça de négociations qui se passent à un niveau très très élevé à la mise en œuvre? Bon, c'est vrai que les partenaires sociaux, les personnes qui négocient en général, c'est des juristes. La plupart sont juristes. Donc les questions de droit sont prépondérantes. Les questions plus opérationnelles, on demande à ce qu'elles soient déclinées dans les CRPRP
et c'est le 7e point du plan national santé-travail, c'est d'organiser un système d'acteurs. C'est-à-dire que qu'entre tous les organismes de prévention, l'INRS, l'ANACT et les ARACT, la CNAM et les CARSAT, les services de santé au travail, normalement, ce devrait être les CRPRP qui vont faire fonctionner ce système-là, notamment par le système des CEPOM. Donc il y a une déclinaison de terrain qui est prévue. Et ce sera aux acteurs de terrain de la construire, comme M. de Gaillan disait tout à l'heure. Et ça se fait dans le CRPRP. Où siègent tous les organismes qu'on vient de citer. Alors c'est vrai que dans ces réunions-là, on peut être assez éloigné du terrain. Mais venant du terrain, on peut corriger assez aisément et dire ce qu'on a à dire sur ce qu'on connaît du terrain. Et c'est entendu. Avec une certaine force même, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde du terrain qui siège dans ces instances-là. Mais on peut dire ce qu'on a à dire et revenir à des choses plus terre à terre. J'ai répondu à la question ? Pas tout à fait. Ça serait intéressant d'avoir le point de vue du représentant patronal. Oui. Oui, alors moi je ne fais pas du tout partie des instances de négociation. Il y a un volet politique et puis là, voilà, il y a, comme le disait Michel, il y a des personnes qui sont chargées en fait de participer à ça. Du point de vue des organisations employeurs, tout simplement, c'est des gens comme moi, on a des mandats, on n'est pas élu, on est désigné sur une certaine durée pour représenter en fait la voix des entreprises et on fait remonter les messages par le biais des différentes instances pour faire avancer les choses dans le sens que nous souhaitons voir avancer. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, on a aussi de l'autre côté l'information qui redescend. Donc il y a des allers-retours comme ça d'informations qui permettent d'alimenter la machine et d'essayer d'orienter les discussions. Voilà. Donc on a différentes réunions aussi après entre nous où on échange et on prend de l'information par nos représentants nationaux et voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut donner une image de ce qu'est la vie quotidienne du terrain, des difficultés, des envies, etc., pour que ça puisse être pris en compte dans les discussions au niveau politique. Oui, on partage aussi la même analyse. La difficulté, c'est que les représentants des salariés ont peu de temps. On voit bien au CRPRP, il y a quelques difficultés parfois. Peu de temps pour se former, peu de temps pour négocier. Et du coup, il n'y a pas ce retour de la base. Dans la loi Macron, il y a des dispositifs qui sont en train de se construire de façon à ce que les représentants des salariés aient un statut meilleur, aient du temps et puissent s'exprimer. Donc il y a un processus qui est en cours là-dessus. Et ça va être appuyé par un fonds du paritarisme qui va être collecté et géré spécialement pour ça. Donc ça fait que dans le dispositif, il y a aussi un retour prévu à des gens de la base, à des CHS, vers leurs représentants, que ce soit MEDEF ou salariés, ou organisme patronal, de façon à ce que les mandatés soient de plus en plus représentatifs et connaissent mieux le sujet de terrain. Voilà le système tel qu'il est en train de se mettre en place. Donc, moi, je me permets de répondre à la question. Donc, je suis Arlette Carrier et donc je suis déléguée syndicale à Crédit Agricole Technologies et Services, qui est l'informatique du Crédit Agricole, des caisses régionales du Crédit Agricole. Donc, en fait, effectivement, on a peu de moyens pour négocier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on se forme sur notre temps perso. Après, on va à des formations effectivement syndicales, mais voilà, on ne peut pas aller non plus approfondir tous les sujets.
Et donc, au bout d'un certain temps, on acquiert de l'expérience avec des collègues et on a des collègues qui se spécialisent sur tel ou tel domaine. Et donc, pour ma part, je considérais que ces domaines n'étaient pas suffisants. Et donc, j'ai fait, dans le cadre d'un CIF, un master en sciences économiques, juridiques et de gestion, spécialité RH à la fac ici, pour approfondir mes compétences sur le sujet. Donc après, au niveau des négociations, c'est effectivement très chronophage. Parce que moi je suis basée à Vannes, mais on a 17 sites en France et donc toutes les négociations se déroulent à Paris. Et donc du coup, moi je suis quasiment 3 semaines sur 4 à Paris. Voilà. Donc ça veut dire que la vie familiale, elle en prend un coup aussi. Voilà. Et donc les délégués syndicaux sont généralement des gens très très investis et ils sacrifient parfois une grande partie de leur vie familiale. Merci de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans l'Assemblée ? Bien. Dans l'étude, on a pu voir que l'importance que pouvait avoir le CHSCT, même si on aurait pu s'attendre à mieux. Je pense que votre exemple à la mutualité sociale agricole, pas agricole, oui, mutualité sociale française l'a bien démontré. Oui, non, bon, voilà. Donc, moi, j'ai une inquiétude dans le projet de loi de dialogue social, c'est la fusion CHSCT-CE. Et c'est vrai que par rapport à la montée en puissance qu'on a soulignée pendant quelques années sur le CHSCT, sur le rapport de Pierre-Yves Verquin qui parlait de renforcer les moyens du CHSCT, moi, j'avoue que la fusion CHSCT-CE m'inquiète un peu sur le devenir de cette instance. Alors, je ne sais pas si on peut parler du devenir de l'instance. En tout cas, l'instance, elle vit. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui a parlé tout à l'heure. Être un secrétaire du CHSCT, par moment, on se demande si on n'est pas devenu bonne sœur. Parce qu'en effet, on a un petit mini-militant qui est donné. Hein, et puis le reste, il faut le trouver où on peut. Alors, on fait ce qu'on peut. On a aussi, par moment, les salariés qui disent « Mais qu'est-ce que fait donc le CHSCT ?» Nom d'une pipe, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort aussi. Il dort, il mange, il travaille. Donc, il fait ce qu'il peut. Et d'où ce que je disais tout à l'heure, vraiment de communiquer sur les sujets qu'on est en train de travailler. Parce que là, on parle de la pénibilité, mais il n'y a pas que ça au CHSCT. Et alors, moi, je suis aussi très inquiète dans la fusion au CHSCT-CE. Parce que les gens qui sont au CHSCT en général se forment, ça prend du temps. Alors je dirais pas que c'est chronophage, je dirais que c'est très envahissant. Et le problème, c'est que les gens qui sont au CE n'ont pas obligatoirement cette envie. Ils n'ont pas envie de négocier, ils ont envie d'entendre, mais ils n'ont pas nécessairement envie de se positionner. Et dans un CHSCT, il faut se positionner. Et ça peut être compliqué. Alors maintenant, je sais pas en effet ce que ça va donner, mais je sais une chose, c'est que c'est déjà très compliqué de trouver des personnes qui veulent bien s'investir dans les mandats, quels qu'ils soient. C'est valable pour tous les mandats IRP, je pense. Hein, ça va du DP en passant par le CE. Et je pense que la fusion va faire que ça risque d'être encore plus compliqué. Parce que c'est un mandat qui demande une formation sur le long terme, un investissement personnel. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'investissement des salariés pour tout ce qui est mandat, en ce moment, c'est quand même le parent pauvre. Donc moi aussi, je suis très inquiète. Alors, il est prévu dans la loi Macron que le CE, le DP et le CHSCT gardent leurs attributions. Il est prévu aussi que les membres de la DUP, pas de la DUP, hein, parce que elles peuvent disposent du temps nécessaire. Mais c'est des décrets à venir. Donc nous, on va être vigilants sur les décrets pour qu'il y ait du temps. Bon, on va peut-être y arriver. Voilà la réponse. On veille à ça. Après, c'est ce qu'on fait. Hein. Déjà, l'article sur les CHSCT, il a été reformulé. Il est plus positif. Voilà la question, la réponse. Très bien. Et moi, je voulais juste rajouter quand même que quand l'employeur veut, l'employeur peut.
Moi, je dois signaler quand même que tous les travaux qui ont été mis en place, toutes les questions qu'on a dû travailler à la mutualité santé sociale, si on avait dû les travailler dans les horaires qui nous étaient impartis, on n'aurait jamais pu le faire. Donc, on a été voir l'employeur en leur disant, je parle aussi la mise en place du document unique, où on a travaillé de concert. Je pense que si la mutualité nous en avait pas donné les moyens, on n'y serait pas encore. Je ne sais pas si on serait sur la ligne de départ, mais en tout cas, on serait toujours pas parti. Et c'est pareil pour la pénibilité, je pense. Oui, probablement. Sur la fusion des instances, oui, sur les sujets transversaux comme la pénibilité, comme les questions d'aménagement du temps de travail, c'est vrai qu'il y a quand même, vous voyez, nous on a associé CHSCT et délégués syndicaux parce que les délégués syndicaux ils se retrouvent aussi parfois un peu seuls pour négocier sur des sujets comme ça assez vastes. Je me dis que, en tout cas sur ces thématiques-là, si on peut rassembler les interlocuteurs, moi je vois ça plutôt positivement. Maintenant, voilà, je conçois aussi qu'il y ait des inquiétudes par rapport à ces évolutions-là. Sur le temps, oui, il faut investir inévitablement un peu si on veut des résultats. C'est vrai en négociation comme ailleurs. Et voilà. Après, l'idée c'est d'arriver. C'est ça qui compte. S'il n'y a pas d'autres questions ni remarques, on va conclure là pour ne pas veiller trop tard. Je voulais particulièrement vous remercier, vous cinq, de vous être prêtés au jeu des questions-réponses, et surtout des réponses. Merci encore. Merci à Nathalie pour la présentation et merci à Gwenaëlle pour vos brillantes interventions. On va pouvoir quand même poursuivre un petit peu l'échange dans le hall où un petit pot vous est offert par l'Université de Bretagne Sud.